Mesdames, Messieurs, peuple congolais, retour sur les tensions à la frontière avec l'Angola où des civils congolais ont été tués. Mais pour commencer, nous allons diviser cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à un peu de géopolitique de notre pays avec nos voisins dans l'Angola. La deuxième partie sera consacrée au pourquoi et comment nous ne cessons d'avoir des embrouilles avec l'Angola. Et la troisième partie sera enfin consacrée à comment on finit avec ces embrouilles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Vous le savez très bien comme moi que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, traitons maintenant de la première partie, c'est-à-dire de la géopolitique. Vous le savez très bien comme moi que après la conférence nationale de 1991, il s'était passé une période de transition qui avait abouti à l'élection en 1992 du professeur Pascal Lissouba comme président de la République. Bon, donc, son quinquennat a débuté en août 1992 et a terminé par un coup d'État, pendant le coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin 1997. Et qui, l'éducateur Sassou Nguesso, qui est revenu au pouvoir par les armes, est toujours là. Et que notre pays est désormais surendetté pour rien, ruiné et détruit. C'est une poudrière qui est déjà visible, un pays qui risque de devenir ingouvernable. Donc, nous allons traiter d'abord cette géopolitique qui a aussi des impacts sur ce que nous subissons aujourd'hui. C'est les mêmes causes que les mêmes effets. Et comme nous sommes dans un pays où l'irresponsabilité politique et pénale et tout compagnie est totale, et donc on joue la responsabilité historique soit par association, l'appartenance, ou rien du tout, et on joue aux amalgames, aux émotions, et surtout revenant sur l'appartenance. Et donc dans ce climat d'irresponsabilité, et donc ceux qui ne sont pas informés des erreurs de ces gens, bon, ils vont certainement rentrer dans la mêlée de l'ignorance qui est la pire des souffrances. Donc, au point géopolitique, je parle de 1992 à 1997, parce que Sassou Nguesso n'est pas revenu au pouvoir par hasard. Il est venu suite à la succession des erreurs du professeur Pascal Lissouba. Parce que comment cela se fait-il qu'un hyper diplômé, Bac plus 12, a pu se laisser tromper ou se faire avoir ou rouler dans la farine ou être chassé comme un vaurien? Donc il y a eu quelque chose. En réalité, le professeur Pascal Lissouba nous avait amené une géopolitique suicidaire par rapport à nos voisins. Entre parenthèses, quels que soient les enjeux et la problématique, les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis, moi, ma liberté de conscience. Je parle mon âme et conscience. Et que la raison, l'intérêt général sont au-dessus de l'appartenance, des intérêts particuliers, partisans ou même des conflits d'intérêts. Donc je parle là en tant que citoyen congolais. Donc je vais critiquer Lissouba. Certains peut-être vont voir ça très mal parce qu'il est très difficile de critiquer Pascal Lissouba au Congo,
depuis la chute de Pascal Lissouba, par ce coup d'État, il est très très difficile. Et donc, on apporte ces erreurs-là, donc on va colporter ces erreurs-là au fur et à mesure. Donc, je vais ici alerter les uns et les autres et éveiller les consciences des uns et des autres de ces erreurs de Lissouba. Qui là, je vais les expliquer ou les décrypter à l'échelle endogène et exogène. À l'échelle endogène, bon, vous avez vu ce qu'il a fait comme déviation des acquis de la conférence nationale et tout ce qui s'est passé. Hein? La création des milices, puis ce qui s'est passé, en plus, c'était quoi la garde présidentielle, la garde républicaine et tout compagnie. Donc, il a manqué quelque chose, un virage à 180 degrés. Et donc, tout le monde est conscient parce que nous qui étions vraiment, ça va arriver, nous qui sommes scientifiques et qu'on a fait un peu la même branche que lui, et donc on était quand même dans l'euphorie, mais on était déçus. Bon, donc, revenons sur la géopolitique. La géopolitique, Sassou Nguesso, on a profité des erreurs de Pascal Lissouba. S'il n'y avait pas ces erreurs-là, Sassou ne serait pas là. Et donc, la nature a horreur du vide. Et quand vous êtes dans un environnement, un milieu politique autre, qu'il y a des malins, qu'il y a des mauvais, il y a des ennemis de l'intérieur, de l'extérieur qui sont là. Donc, il faut être très prudent et être stratégique, avoir le tchatch. Mais Lissouba a manqué de tchatch. Et donc, sur le tchatch, je vais prendre à l'échelle du Gabon. Pascal Lissouba, malgré qu'il est teké et comme le fut le cas d'Omar Bongo, mais l'ethnie dans les problèmes des États et d'autres intérêts, et parfois ça dépasse même les problèmes des tribus ou d'ethnie. Hein. Les gens se sont massacrés entre même les membres des tribus ou des groupes ethniques. Donc en 1989 déjà, il y avait la fin de la guerre froide. Et que Sassou Nguesso savait bien que la situation du Congo-Brazzaville devenait difficile, qu'il n'aura pas à traverser cette période-là avec la convocation du sommet de la Bolle. Et donc, il était vraiment inquiet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa fille à Omar Bongo. Omar Bongo en a profité avec cette jolie jeune fille, en plus diplômée et autres. Bon, ben, voilà. Donc, Omar Bongo était aux anges, quoi. Oui, les cadeaux venaient du ciel, quoi. Une jolie femme, voilà. Et donc, quand arrivaient les problèmes de Sassou Nguesso, mais pourquoi Pascal Lissouba, même si Bongo était comme Omar Bongo était teké comme lui, mais quand même il avait déjà l'amoureux qui est là, Denis Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso était déjà là dans le pouvoir d'Omar Bongo. Et donc tout ce qui pouvait se passer de ses intérêts, bon, ben, c'était la fille qui faisait aussi sa loi pour protéger son papa. Et donc pour les intérêts de son papa. Et donc tout ce qui était entrepris par comment on appelle, Denis Sassou Nguesso pour s'associer à Lissouba, Lissouba devait dire non, c'est pas possible. Déjà au deuxième tour, par exemple, des présidentielles, Lissouba avait déjà la carte blanche de gagner. Même si c'était pas à 62%, il pouvait gagner peut-être à 51, 52. Mais il avait tout gagné parce que historiquement, dans les années 90, aux années 80, fin des années 80, les nordistes avaient peur de Kolela et de Larry Congo, comme on le disait à l'époque, les Bas-Congo. Ils n'avaient pas peur des Limolais qu'on parle aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce qui était Nyari, Bwenza, le Koumou, jusqu'à le Kwilu, c'était les gens admirés des nordistes. Mais au nord, on avait peur des gens du Poul. Et pourquoi? Parce que déjà, moi je vous dis sincèrement, puisque pendant ces années, quand on en parlait, moi je dirigeais l'UGC et la FINAGES à la faculté des sciences, à Bakongo, c'est à Bakongo. Donc je connais bien, je vous parlais en détail. Et donc, au point de vue politique, s'il y avait des géopoliticiens nationaux, Lissouba ne pouvait pas aller s'associer avec Sassou Nguesso. Et donc on allait s'associer avec Sassou Nguesso, il avait signé le pacte avec les diables. Et que le Gabon à côté, qui était déjà le cheval de Troie de Sassou Nguesso, donc était aux aguets.
sur le plan du Gabon, Sassou avait déjà perdu. Non, sur le plan du Gabon, Pascal Lissouba avait déjà perdu, malgré que Omar Bongo était que comme lui. Vous avez tout compris. À l'échelle de la République démocratique du Congo, notre grand voisin, il faut se dire qu'avec le grand voisin, la République démocratique du Congo, Mobutu était presque fini. Mobutu était presque fini. C'était Laurent Désiré Kabila qui montait en puissance. Mais pourquoi, quel mousse a-t-il piqué Pascal Lissouba d'aller s'associer avec Mobutu qui était déjà agonisant? Et quand 97 là, Laurent Désiré Kabila était déjà aux portes de Kinshasa, il suffisait de traverser seulement le fleuve. Hein. Et donc, la suite on la connaît. Avec l'Angola, depuis la fin de la guerre froide, en 1989, Savimbi c'était fini. Savimbi c'était les Américains et qui l'ont placé là, qui ont fait cette guerre-là contre le communisme, où Dos Santos, les communistes, se battaient contre les capitalistes. Donc, la Dos Santos était soutenu par l'Union soviétique, la Russie actuelle. Et Savimbi, c'était les Américains. Maintenant, à la fin de la guerre froide, il n'y avait plus d'enjeu. Depuis 1989-90. Mais pourquoi en 90, 95, 97 et tout ça s'associer avec Savimbi? Et donc, Dos Santos, oui, ne pouvait pas rater cette occasion pour attaquer Lissouba. Donc Lissouba avait perdu déjà le Gabon, puis la République démocratique du Congo et l'Angola par ses erreurs. Il suffisait seulement un des pays puisse le soutenir. Ça ne pourrait même pas. Surtout là où il avait la marge de manœuvre, peut-être du point de vue de la géopolitique, peut-être l'Angola, ce serait peut-être difficile, mais surtout avec, comment on appelle, avec la République démocratique du Congo. Là, c'était vraiment du caviar, puisque déjà, il y avait déjà des problèmes de Kabila avec Mobutu qui commençait à négocier qu'il était déjà fini. La RDC pouvait faire du renfort en face et venir aider Lissouba. Lissouba ne serait même pas tombé. Et donc, sur ce plan géopolitique, Lissouba avait mené une politique suicidaire qui n'avait pas anticipé ou joué vraiment la vraie géostratégie en tenant compte de ce que j'ai fait sommairement, cette géopolitique des affaires de Omar Bongo, de la RDC avec le Mobutu Kabila et aussi l'Angola et Savimbi, c'est un peu sommaire. On pourra aller même en détail sur les données. On peut dire non pour les gens qui ont les autres stratégies de relations internationales. Donc on peut dire que non, on ne pouvait pas, oui. D'autant plus que nous sortions du marxisme-léninisme, on était entouré des ennemis à l'intérieur du système, même de la transition, puis de l'Issouba. Et donc il devait être aux aguets. Mais là, c'était comme on sortait, c'est comme on fait une transition d'une démocratie à une démocratie, quoi. Alors qu'on sortait de peste de, plus de 20 ans de communisme, et dont on a vu les histoires des assassinats et autres. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs. Donc, sur ce plan géopolitique, vous comprenez qu'on ne peut pas construire un havre de paix quand on est en guerre avec ses voisins, quand on ne sait pas trouver comment ça fonctionne. Aujourd'hui, Sassou Nguesso tombe. Quelles sont nos stratégies avec la Centrafrique, avec le Tchad, avec le Gabon, avec le Cameroun, avec l'Angola, avec la République démocratique du Congo, et même au-delà de la périphérie. Donc c'est toutes les enjeux. Il faut là les cerveaux qui voient ça, en fait, de la géopolitique, la géographie de la politique, qui touche l'économie, les problèmes culturels, les relations personnelles et tout compagnie. Donc il faut mélanger ça pour construire un havre de paix. Donc vous avez tout compris. Donc Lissouba, sur ce plan, personne ne peut aujourd'hui le contester qu'il a échoué. Et comme les Sassou Nguesso, pire. Voilà, donc vous avez tout compris. Retour sur les tensions à la frontière avec l'Angola,
où 2 civils congolais ont été tués. Donc on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, donc nous allons d'abord aller voir du côté des faits. Et des faits, nous allons vous montrer pourquoi et comment. Donc je vais lire des textes que j'ai écrits et que j'ai vu les textes. Bon, donc on va aller petit à petit. Retour sur la. Donc, retour sur les tensions à la frontière avec l'Angola, où 2 civils ont été tués. La quarantaine des habitants du village de Kulombo, dans le district de Tchamba-Njassi, qui dépend du département de Pointe-Noire, ont fui leurs cases depuis qu'un policier angolais a été trouvé mort par balle le 29 mai 2020 en territoire congolais dans des conditions inconnues. Très bien. Suite à l'homicide de ce policier angolais en terre congolaise, quelques paysans étaient restés, tout comme le chef de village répondant au nom de Daniel Makosso et son secrétaire. Le chef du village avait signalé au sous-préfet de Tchamba-Njassi la découverte du corps du policier angolais et sa crainte de voir la tension monter dans le village suite à la réaction de l'armée angolaise de Kabila. Malheureusement, sa lettre n'a pas suscité de réaction du côté des autorités congolaises. On ne sait pas si le sous-préfet avait informé le préfet de Pointe-Noire, qui devait saisir le ministre de l'Intérieur. Or, les militaires angolais avaient planifié leur revanche. Croyant la tension passée, quelques habitants du village de Kulombo étaient revenus, ce qui a encouragé le chef du village. Seulement dans la journée du dimanche 7 juin 2020, il y a eu irruption des militaires angolais en territoire congolais et ils ont tué par balle le chef du village de Kulumbo et son secrétaire. Donnant l'information, le soir même, RFI a parlé aussi de 7 militaires angolais tués à la frontière avec la République démocratique du Congo. Les gouvernements des 3 pays, Congo, RD Congo et Angola,
devrait se pencher sur cette question pour éviter l'escalade. Il faut dire que l'armée angolaise soupçonne la présence des rebelles du FLEC, Front de libération de l'enclave du Cabinda, en territoire congolais, ce qui la pousse à faire parfois des incursions dans les villages frontaliers du Congo. Historiquement, le Congo-Brazzaville-Pointe-Noire, à partir de Pointe-Noire, fut entre 1973 à 1975 l'arrière-base militaire pour l'indépendance de l'Angola contre les colons portugais. Malheureusement, à l'indépendance de l'Angola, le président Marien Ngouabi n'avait pu récupérer pour le compte du Congo-Brazzaville l'enclave du Cabinda, ni accompagner son indépendance. L'enclave du Cabinda est vitale et stratégique pour l'État angolais, car c'est elle qui fait de l'Angola le deuxième plus gros producteur du pétrole du continent africain après le Nigeria. Depuis la fin de la guerre froide en 1989 et le retrait des troupes cubaines et soviétiques, Russie actuelle, du territoire congolais, de Pointe-Noire jusqu'en Cabinda, l'Angola n'a cessé de jouer au Rambo sur l'ensemble des frontières du Cabinda avec les deux Congos, Kinshasa et Brazzaville. Du 5 juin au 15 octobre 1997, l'Angola avait participé au coup d'État sanglant contre le président démocratiquement élu Pascal Lissouba, en fournissant à Denis Sassou Nguesso des armes de guerre et des mercenaires. Résultat des courses, le tyran Denis Sassou Nguesso a intentionnellement affaibli l'État congolais et ses armées. Cette faiblesse arrange considérablement l'État angolais qui en abuse depuis 1997 du territoire congolais et de ses populations frontalières à l'enclave du Cabinda. En 2013, quelques soldats et officiers militaires congolais furent facilement capturés par les gardes frontaliers, des gardes frontières angolais à la frontière entre le Congo-Brazzaville et l'enclave du Cabinda, à la frontière Kimongo, région du Nyari.
Ceci avait d'ailleurs suscité à l'époque des faits une vive indignation provenant d'une part des patriotes congolais et d'autre part des résistants politiques et militaires à la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, maintenant, passons à la troisième et dernière partie. Pensons comment on finit avec ces embrouilles. Nous n'avons pas de problème avec l'Angola. Nous avons tout donné à l'Angola. On l'a aidé à l'indépendance. Même l'enclave du Kabinda, s'il y avait des stratèges autour de Maringwabi, nous aurons pu aider à l'indépendance de l'enclave du Kabinda. Même le pont de cette enclave-là, nous serons le premier pays producteur de pétrole du continent, puisque le pétrole de l'Angola, 95% de son pétrole est tiré de cette zone, cette enclave qui est située entre les deux Congos. C'est-à-dire il y a le Congo-Brazzaville au nord, après l'enclave du Kabinda, puis
la République démocratique du Congo, on l'embouchure avec le fleuve Congo, là où se jette le fleuve Congo, et après, de l'autre côté de la rive euh, gauche du fleuve Congo, donc c'est l'Angola, le territoire angolais. Donc cette partie-là, c'est fait une enclave portugaise, c'était le territoire portugais, et là, que les premiers Portugais arrivèrent là en 1414 à peu près. Bon, bref. Et donc, cette enclave-là, cette partie, l'enclave du Cabinda, fait partie de l'ancienne colonie portugaise. Donc l'Angola a voulu s'associer les deux ensemble pour l'indépendance. Mais Marine Ngouabi avait fait des erreurs. Parce qu'il devait se séparer là. Donc on a laissé euh, cette enclave. Et donc dans les fameux FLEC, les FLEC c'est les Front de libération de l'enclave du Cabinda. Mais en réalité, les FLEC ont été montés ici par les services français. Hein? C'est le service français, c'est que français, la DGC qui avait monté les FLEC. C'était pour récupérer l'enclave là pour qu'elle devienne indépendante. Mais donc avec l'époque, l'histoire de la guerre froide et toute sa compagnie, donc ils n'avaient pas pu puisque les soviétiques étaient forts et donc les Américains, bon, bref. Donc si les Américains avaient donné l'appui, peut-être qu'il y aurait pu avoir une guerre mondiale à cet endroit-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'enclave là, donc il y a des cabinets, hein, les FLEC qui majoritairement sont à Paris, France, qui jouent, voilà, bon, on parle de ça, mais que bon, l'Angola ne veut pas que le Congo-Brazzaville soit fort, ni la RDC. Si la République du Congo-Brazzaville est fort militairement, et la RDC aussi, bon, on risque de couvrir, faire comme genre de paratonnerre, hein, de couverture pour que le club du capital devienne indépendant. Donc ça risque de créer une guerre entre les deux Congos contre l'Angola. Donc ça peut arriver des situations compliquées. Donc cette zone devient quand même quelque chose de autre. Donc nous, on n'est pas dans cette affaire-là. Nous avons beaucoup d'autres problématiques à repenser de cette zone-là. Donc cette partie-là fait partie de l'ancien royaume du Congo, avec K, qui partait du sud du Gabon, en passant par Pointe-Noire là, que vous avez vu dans les images, puis l'enclave du Cabinda là, puis une grande partie de la République démocratique du Congo du côté de l'océan là, puis au nord de l'Angola, donc du côté de Mbaza Congo. Donc tout ça, c'était les ensembles du royaume. Mais à l'intérieur, il y a des tribus majoritaires qui sont dans ces zones-là. La plus nombreuse, là, c'est tout justement, il y a des Yombe, il y a des Vili, il y a des Congo, il y a tout ça. Donc, tout cet ensemble culturel. Donc, nous, on s'est dit que, bon, ben, à la suite de Sassou Nguesso, nous devons mettre cette dynamique de l'ensemble Congo qui couvre le sud du Gabon, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et le nord Angola pour construire des ensembles de paix qui sont, comme on voit les Catalans en France, ils sont des côtés de la frontière de l'Espagne et, et de la France, comme les Basques, ils sont aussi du côté de Bayonne, Biarritz, et que du côté du BAB, hein, Bayonne, Biarritz, voilà, donc que du côté de l'autre côté là-bas du Rhône ou de Saint-Sébastien et autres. Donc vous avez vu, donc ils se mélangent, il faut ceci, même s'il y a eu des vérités indépendantistes, mais bon, il faut aller dans ce sens-là, comme les Celtes partout dans le monde. On peut faire des trucs comme les Alsaciens et autres. Bon, donc on trouve les genres de consensus pour créer des ensembles, c'est-à-dire vous aurez un passeport angolais, un passeport République démocratique du Congo et un passeport donc créer un petit truc entre eux pour qu'on laisse ces trucs de vérité indépendantiste, le Cabinda soit tranquille et le Congo peut passer au Cabinda ou toute cette zone-là qui leur sera délimitée sans créer de tensions. Bon. Et ça va se passer dans l'ensemble du territoire congolais, que ce soit avec les Téké, que ce soit avec les Zubangiens, hein, ou avec les Sanga, ou avec les Ngala, ou avec les Ishira. Et donc, on peut faire beaucoup de choses comme ça qui vont apaiser les tensions sous-régionales. Mais en ce qui concerne nos armées, là, il n'y a pas de problème. Nous, on le sait que ça a été vraiment le problème du Congo. Il y a eu 3 autres trahisons. D'abord, il a affaibli complètement l'État congolais, ça s'avérait. Deuxièmement, il a détruit les armées congolaises, ça s'avérait. Parce qu'il ne peut plus réagir là. Bon. Et troisièmement, il a affaibli le peuple congolais sur tous les plans. Hein. Quand quelqu'un ne peut pas manger à sa faim, qui ne peut pas se soigner, qui peut pas qu'il affaiblit. Donc c'était quelque chose qu'on peut voir que ça, dans l'histoire humaine, qu'un individu vient affaiblir ses propres semblables. Quoi. Il est venu s'acharner.
Bon, on peut trouver les boucs émissaires que c'est la France-Afrique haute, mais à un moment donné, quand même, au sein de Sassou n'est pas seul. Il a des cerveaux, il a plein de gens. C'est tout cet ensemble de systèmes-là qu'il faut dire qu'il y a des problèmes. Et donc, Sassou Nguesso, quelque part, nous a clarifié les limites de l'anthropologie bantou congolais. Comment ça fait dire que devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, la honte, la haute trahison, les gens continuent à collaborer avec ça. C'est pas possible. Et donc, vous avez tout compris ça. Et donc, au niveau de la réforme des armées, nous aurons, à la chute de Sassou, qui devient inéluctable, il doit tomber, nous allons réformer les armées. Mais ça va passer par les états généraux des armées. Et il y aura des orientations, il y aura des enjeux qui vont nous concernent notre pays, au terme de quotas, de formation, de compétences, plein de choses comme ça. Et puis la sous-région. Donc, comment nous allons travailler ça? Parce que quand la défense avance, la paix avance. Donc, nous, au niveau du Congo, on va réformer nos armées. Comment cela se fait que nous, le Congo, est au top 10 des pays qui consacrent autour de 7,5% de son produit intérieur brut aux armes de guerre et de munitions? Mais comment cela se fait que notre armée est aussi faible? Et donc, les armes et tout ça vont pour le compte d'un dictateur, ne vont pas pour la nation. C'est pour ces mercenaires. Et donc, ça devient le paradoxe. Donc, à la chute de Sassou Nguesso, je suis sûr et certain qu'au bout de 3 ans, nous aurons retrouvé nos armées comme en 1990. Et après, 5, 7 ans après, ou 10 ans après, nous, on pourra être égal avec l'Angola. Ça, c'est sûr et certain. Donc, au niveau de la formation des hommes, du matériel, des bases, des programmes secrets, de tout ça qu'on va former. Parce qu'il ne faudra pas avoir l'effectif, mais il faut vraiment beaucoup de programmes. Quand il y a des programmes, on peut faire des programmes. Au cas où nous arrive quelque chose, on est prêt à se défendre. Parce que là, c'est que l'Angola fait là. Bon, c'est quand même une humiliation, quoi. Nous, on vous a aidé. Et même s'il y a eu ces enjeux-là, faites quelque chose, vous avez des cerveaux là-bas, on trouve des stratégies pour enlever Sassou Nguesso et trouver les synthèses avec des intelligences pour avancer. Mais si c'est continuer à jouer ce jeu-là, vous laissez les guerres de demain parce que vous humiliez trop des nations et autres. Vous voyez l'Allemagne qui fut humiliée par la France à la fin de la Première Guerre mondiale. Et que, 22 ans après, un Adolf Hitler avait puni la France en 1940, par la débâcle de 1940, de 6 juin 1940. Et donc, vous voyez les conséquences. Donc, il faut éviter ça parce que l'histoire de ces pays avec ces peuples, c'est pas encore terminé. Parce que venir monter les muscles et tout ça, je sais que vous défendez votre enclave du Cabinda contre les vérités indépendantistes des cabinets qui cherchent à être indépendants de l'Angola, s'affranchir de l'Angola. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fini. Mais au moment où le Congo-Brazzaville va devenir fort, puis la RDC, qu'est-ce que vous allez devenir après Angola? Peut-être il y aura plus de pétrole, bien sûr, mais peut-être que... Voilà. Donc moi, je pense que l'avenir de cette zone-là est que le Congo devient encore fort militairement. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, il faut repenser ce que j'ai parlé d'Union Congo, qui va prendre tous les territoires de paix et que les cabinets disent non, mais on peut rester dans l'Angola, mais ailleurs de se défendre dans le sens qu'on voit, par exemple, moi, semi-autonomie, oh non, je parle en lingala. Bon, donc, c'est rester dans le sens d'une semi-autonomie. Je veux dire, en Angola, on est ensemble, mais on est dans l'ensemble là. Donc, les blocs, il y a beaucoup de projets. Ça souvent parti. Nous allons penser beaucoup de choses pour le dynamisme que l'Angola n'est plus peur de perdre l'enclave du Cabinda. Chaque fois qu'il va faire là, vous avez vu, il fait des incursions en République démocratique du Congo, il fait au Congo-Brazzaville, il fait ça, mais jusqu'à combien de temps encore? Et donc, vous voyez, donc, il faut savoir que ces peuples-là veulent être indépendants, mais bon, nous voulons vraiment que tout cet ensemble-là dans cette zone, parce que cette zone-là, c'est une zone de tension de l'Afrique centrale, qui, surtout pour les 3 pays, les 2 Congos, plus l'Angola, c'est une zone de tension qui va traverser le siècle si nous ne prenons pas les taureaux par les cornes et maintenant. Vous avez tout compris? Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.